Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Pour ce numéro, nous allons aborder une thématique un peu particulière puisque nous allons nous intéresser aux approches stratégiques majeures et leur influence en géopolitique, et ce sous un format différent. Fabrice, quels sont les objectifs que nous allons poursuivre aujourd'hui? Les objectifs sont principalement de trois niveaux, de trois considérations. Le premier objectif consiste, grâce à cette thématique, à essayer d'appréhender les grands penseurs ou les grands acteurs en stratégie, notamment à travers leurs ouvrages principaux. Ensuite, dans un deuxième temps, on essaiera de mieux comprendre ces pensées à travers des exemples concrets qu'on tirera de l'histoire géopolitique ou des relations internationales. Non seulement ça nous permettra de mieux les comprendre, mais à mon sens, ça permettra aussi de mieux comprendre ces événements en comprenant quelles sont les logiques qui les sous-tendent. Et enfin, dans un troisième temps, il s'agira de voir si on arrive à déceler un certain nombre de logiques géopolitiques ou de logiques stratégiques qui sont souvent présentes dans les relations internationales. Vous nous proposez, à travers cette séance, de nous familiariser à nouveau avec des auteurs et un acteur afin d'atteindre ces trois objectifs que vous avez énoncés. Pourquoi établir cette différence et comment opérer une sélection qui doit être nécessairement difficile? Alors, cette question préalable me paraît très importante. D'abord parce qu'effectivement, il va falloir distinguer les acteurs des auteurs. Pourquoi? Parce que souvent, lors des cours, quand on demande à nos étudiants quels sont les grands penseurs en stratégie, ils ont immédiatement comme référent ou comme référence des grands acteurs de l'histoire, que ce soit de l'histoire française ou de l'histoire mondiale, qui ont donc été des chefs d'État ou des généraux, mais ils ont beaucoup plus de mal à évoquer les penseurs. Or, paradoxalement, ce qu'on va remarquer en géopolitique assez vite, c'est que ceux qui ont occupé des grandes places en termes de responsabilité, en termes de chefs d'État ou de chefs d'armée, ont rarement écrit sur leur propre stratégie, sur leur propre concept ou sur leurs propres préceptes. Donc on peut s'inspirer un petit peu de leurs faits et gestes ou de leur attitude, mais on n'a pas véritablement une pensée globale avec l'ensemble des paramètres. A contrario, les grands penseurs ou les grands stratèges qui ont surtout travaillé par écrit laissent une trace pour l'éternité à travers leurs ouvrages principaux. Donc il y a vraiment une distinction qui est importante à faire là entre penseurs d'une part et acteurs d'autre part. Ensuite, il y a une deuxième question qui se pose et qui consiste à savoir qui évoquer sur cette séance, parce que là, je pense que tout le monde devinera spontanément que d'abord les choix peuvent être multiples, que les exemples sont très très nombreux et que d'ailleurs, une fois qu'on en aura fait deux ou trois, tout le monde pourra commencer à mettre en place une discussion ou un échange en disant on aurait peut-être pu en évoquer d'autres ou pas forcément cela. Donc on va avoir à faire un vrai débat. Ce qui me paraît important, c'est qu'on puisse mettre en avant un certain nombre de différences ou de symétries en géopolitique ou en relations internationales. Tout d'abord, la différence importante entre politique et militaire. Ensuite, une différence qui est liée entre stratégie et tactique. Et enfin, une troisième différence qui me paraît fondamentale parce que les médias souvent font des contresens, paradoxalement, sur ce qui s'inscrit sur le long terme et ce qui est purement une démarche de court terme. On peut peut-être déjà prendre un premier exemple. La guerre du Vietnam est souvent mal comprise parce que pendant 20 ans, les Américains ont accumulé un grand nombre de victoires tactiques et militaires. Or, 20 ans après, ils s'en vont. Et on se rend bien compte que finalement, ils ont beau accumuler les victoires tactiques militaires, finalement, ils sont dans une impasse stratégique. Pourquoi sont-ils dans une impasse stratégique? Parce que finalement, il n'y a pas d'objectif politique clairement défini. Ce qui sous-entend déjà que même avec des victoires militaires, si on n'a pas une idée claire des objectifs qu'on cherche à atteindre, on n'arrive pas à remporter une victoire stratégique sur le long terme. Quels sont donc les auteurs qui vous apparaissent indispensables pour nos étudiants afin de mieux appréhender et interpréter les différents événements se déroulant actuellement dans les relations internationales? Alors c'est là où on peut peut-être parler de subjectivité et qu'il y aura forcément des choix qui seront différents. Ça entraînera peut-être des conversations ultérieures avec les étudiants, mais à mon sens, il y en a quand même deux qui sont totalement incontournables, qui sont Sun Tzu avec un ouvrage quand même qui est très très fameux, qui est enseigné y compris en université à Harvard pour des chefs d'entreprise, qui s'appelle L'art de la guerre, et puis Karl von Clausewitz qui a écrit un ouvrage qu'il ne faut pas confondre parce que le titre est assez proche, de la guerre ou en allemand Vom Kriege. À mon sens, ces deux ouvrages sont totalement incontournables en géopolitique et si vous me permettez un petit clin d'œil à nos étudiants, sont même incontournables en bibliothèque de géopolitique, c'est-à-dire qu'à mon sens, il est impératif de les posséder et de les lire. Pourriez-vous nous résumer, même si la tâche n'est pas simple, l'œuvre de Sun Tzu? Alors, résumer l'œuvre de Sun Tzu, c'est une vraie gageure, parce que beaucoup d'entre nous qui nous efforçons de le faire découvrir aux étudiants, on fait déjà remarquer qu'il faut plusieurs lectures de Sun Tzu
pour pouvoir essayer d'en appréhender les logiques principales et que parfois même ces plusieurs lectures sont nécessaires parce qu'on découvre finalement des phases cachées de Sun Tzu au fur et à mesure où on le relit. Bon, on va quand même s'efforcer de répondre à votre question. D'abord, peut-être il convient de le resituer un tout petit peu. Sun Tzu est donc un général chinois du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui est principalement connu aujourd'hui en Occident de par le fait qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'art de la guerre ». Alors, il faut s'arrêter un instant sur le titre, me semble-t-il, car le titre est trompeur. L'art de la guerre, ça laisse à penser qu'on va avoir un manuel militaire qui va expliquer un certain nombre de modalités propres à l'armée pour pouvoir vaincre un adversaire. Alors qu'en réalité, c'est un ouvrage qui est beaucoup plus large, qui est empreint de psychologie. On peut presque dire que c'est un des premiers ouvrages de ressources humaines ou de sociologie, puisque en fait, il consiste à essayer d'analyser soit le concurrent, soit l'adversaire, voire le partenaire, en essayant de comprendre quelles sont ses forces et ses faiblesses, afin de mieux s'appuyer soit sur ses faiblesses, soit sur ses désirs, ou soit sur ses envies. Donc on est en réalité sur une approche qui est beaucoup plus diplomatique que militaire. Alors, afin d'aller un petit peu plus loin et de comprendre ces logiques, il convient, je crois, de citer l'une des phrases qui revient souvent quand on évoque Sun Tzu, à savoir « si on fait la guerre, on l'a déjà perdue ». Ça, c'est très, très révélateur de l'état d'esprit. Parce qu'en réalité, pour Sun Tzu, paradoxalement, on arrive à vaincre sans engager un conflit ou sans prendre le risque de faire un conflit. C'est-à-dire que dans l'état d'esprit de notre stratège chinois, en réalité, la guerre est le jeu le plus hasardeux de la nature humaine. Il y a énormément de risques. Alors il met d'ailleurs une pointe de malice, parce que c'est tout, on va dire, l'humour asiatique, c'est-à-dire que déjà on risque de mourir dans une guerre, en plus on risque de la perdre, et on risque de la perdre parce qu'il y a énormément de facteurs qui sont non maîtrisés. Il explique tout ce qui est lié à la météorologie, tout ce qui va être lié au moral des troupes, tout ce qui va être lié à la plus ou moins grande capacité des généraux. Finalement, avec le recul d'ailleurs, on remarque que dans l'histoire humaine, la guerre a malheureusement été une activité assez prolixe, mais qu'on ne commence jamais une guerre quand on pense l'avoir perdue, et donc Sun Tzu dirait a posteriori, presque de façon anachronique, ça laisse à penser le nombre de gens qui ont fait des erreurs. Donc pour Sun Tzu, il est hors de question d'engager un conflit. Parce qu'en réalité, on peut vaincre l'adversaire en essayant d'anticiper qu'il puisse être une menace. Je pense que c'est très intéressant à la lecture des événements géopolitiques 2016, d'une part, et surtout, non seulement il faut anticiper qu'il ait pu être une menace, mais il faut essayer de le séduire afin de faire en sorte que cet adversaire potentiel, finalement, ait envie de vous suivre plutôt qu'il ait envie de vous nuire. Ça, c'est capital à comprendre. En fait, on pourrait illustrer les propos de Sun Tzu avec, si vous m'y autorisez, deux exemples qui sont très différents et éloignés dans le temps. D'abord, c'est presque, je ne dirais pas une boutade, mais un exemple un peu décalé. Je rappelle que lors de la guerre d'Espagne en 1936, quand le général Franco a lancé l'insurrection le 18 juillet, il a, dans un premier temps, fait converger 4 de ses armées ou de ses troupes vers Madrid. Et la question qu'un de ses officiers lui posait à ce moment-là était de savoir quelle est la troupe ou quelle est la colonne qui allait prendre Madrid. Et Franco, avec une pointe d'humour, dit « c'est la 5e », c'est-à-dire celle qui est déjà à l'intérieur de Madrid, sous-entendu nos partisans qui sont déjà au sein de Madrid. Alors, vous me permettrez de rajouter le fait que c'est ce qui va donner en français la fameuse expression « la 5e colonne », parce que ça vient de là. Mais surtout, ça montre à quel point Franco pensait que ses partisans au sein de Madrid étaient ceux qui allaient lui ouvrir les portes. Et donc, quelque part, on a une application indirecte de Sun Tzu. Le deuxième point qui est intéressant, ou le deuxième exemple qui est intéressant, c'est que quand on évoque la crise économique grecque, donc là qui est très proche, puisque là c'est en juillet 2015, les observateurs, à mon sens, ne soulignent pas assez souvent que même si la Commission européenne aujourd'hui renforçait les réglementations ou les protections douanières, c'est des sujets qui sont à la mode, les Chinois ont déjà pris les devants puisqu'ils ont énormément investi en Europe, notamment en Grèce, et que dans ces investissements, ils ont énormément acquis de transport logistique et notamment tout ce qui est aéroport ou tout ce qui est port en Grèce. Donc quelque part, les Chinois ont déjà anticipé les protections ou les barrières douanières que l'Europe pourrait mettre, et elles seraient donc totalement inopérantes puisque les Chinois sont déjà à l'intérieur. On pourrait rajouter, avec une petite pointe d'humour, je l'espère si vous m'y autorisez, le fait que finalement, grâce à Sun Tzu, les Chinois réexpliquent aux Grecs ce que c'est que la stratégie du cheval de Troie. La pensée de Clausewitz, elle, est tout autre, pour ne pas dire opposée. Pourriez-vous nous l'expliquer ? Alors, la pensée de Karl von Clausewitz, effectivement, est très souvent perçue comme totalement opposée. Il faut rappeler que finalement, à travers les concepts qu'on a souhaité mettre en place,
Sun Tzu s'inscrirait dans une démarche à la fois stratégique, politique et de long terme. Et quand on veut caricaturer Clausewitz, on dit souvent que c'est une lecture purement militaire, qu'elle se restreint à une dimension tactique et qu'elle n'est opérationnelle ou efficace que sur le court terme. Alors, en plus, donc, je vais là aussi essayer de redéfinir le personnage. Karl von Clausewitz est un général prussien du début du XIXe siècle. Il est contemporain des guerres napoléoniennes et il a écrit un ouvrage donc, de la guerre qui a été publié de façon posthume par son épouse en 1821 et qui va devenir très 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 célèbre. Alors, il y a une citation qui accable un petit peu cette caricature de Clausewitz. C'est une citation qui est très célèbre. Je trouve qu'on l'utilise souvent de façon inopportune ou pas totalement opérationnelle. À savoir, c'est la très célèbre phrase « La guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens ». Et effectivement, quand on entend « la guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens », on a le sentiment que non seulement Clausewitz légitime la guerre, mais presque qu'il la souhaite. Le facteur aggravant chez Clausewitz, c'est que bien sûr cet ouvrage va être récupéré par l'impérialisme allemand entre 1871 et 1945, dans toutes ses versions, y compris les pires avec le nazisme, et que donc non seulement la phrase de Clausewitz le dessert, mais en plus son milieu culturel et ceux qui l'ont utilisé le desservent également. Alors c'est vrai que si on lit l'ouvrage de Clausewitz, on remarque un nombre de choses. D'abord, contrairement à Sun Tzu, c'est un ouvrage militaire. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui clairement cherche à savoir quels peuvent être les fondements d'une victoire militaire future. Et c'est une victoire, et c'est une logique militaire qui s'inscrit totalement dans une démarche tactique. En réalité, quand on lit Clausewitz, on retrouve une obsession, c'est l'obsession de la bataille parfaite, grâce à laquelle on va totalement anéantir, pulvériser, détruire l'adversaire. Je pense que c'est très important à souligner pour nos étudiants, parce que autant la logique de Sun Tzu emmène plutôt à une logique d'esquive, de prévision, l'art presque, comment dire, de convaincre un adversaire qui n'est pas encore un ennemi de se rejoindre, alors que dans Clausewitz, clairement, on est dans l'affrontement direct et dans le fait qu'on va anéantir l'adversaire. Dans Clausewitz, comme dans tous les généraux prussiens ou allemands par la suite, il y a une référence en termes de bataille qui est systématique, c'est la bataille ou la victoire d'Hannibal en 216-217 avant Jésus-Christ contre les légions romaines. Pourquoi ça a été vécu comme une bataille parfaite? Parce que Hannibal impose aux Romains la pire défaite qu'ils aient à subir dans leur histoire, en réussissant justement à les encercler. Dans Clausewitz, ce qui est important, c'est l'art de la manœuvre, conjugué à l'efficience des troupes, le génie d'un général qui, par l'art de la manœuvre, va réussir à totalement subjuguer l'adversaire en l'encerclant et puis, de facto, ensuite, le détruire. Bon. Donc, on retrouve ça chez Hannibal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans la culture stratégique allemande de 1870 à 1945, il y a deux événements majeurs, et nous, les Français, on est bien placés pour le savoir, malheureusement. D'abord, la guerre de 14, avec le fameux plan Schlieffen, dont on peut retrouver d'ailleurs les traces au Musée des Invalides. Schlieffen est le chef d'état-major de l'armée allemande en 1905 et il imagine un plan qui consiste à contourner l'armée française par la Belgique, toujours l'obsession de l'encerclement. Et puis on retrouve aussi cette même logique dans la Blitzkrieg mis en place par les Allemands en 1940, où là pour le coup ils passent par les Ardennes et d'ailleurs de fait ils réussissent l'encerclement de l'armée française. Mais je pense que si on reste cantonné à cette lecture de Clausewitz, d'abord c'est réducteur et puis ensuite on fait une erreur. Parce que Clausewitz souligne quand même dans sa phrase qu'il n'y aura jamais de victoire militaire s'il n'y a pas d'objectif politique. Ça me paraît très très important. Et il va d'ailleurs beaucoup plus loin. Parce que quand on redit la phrase « la guerre n'est que la continuité de la politique par d'autres moyens », si on est très attentif à sa lecture, non seulement il sous-entend qu'il faut des objectifs politiques pour gagner, mais surtout, on n'utilise la guerre que si la politique a échoué. C'est très important à comprendre. Donc en réalité, dans son esprit, la guerre n'est possible ou souhaitable que si on a échoué politiquement et que si les circonstances font qu'on est supérieur à l'adversaire. Il ne s'agit pas de se jeter tête baissée en faisant un usage systématique. Donc non seulement la politique a dû échouer, mais on doit être en supériorité militaire et on doit avoir tout fait pour éviter que d'avoir un échec politique. C'est la raison pour laquelle, j'y reviendrai en conclusion, j'ai le sentiment que trop souvent on oppose ces deux stratèges, alors qu'en réalité, ils sont plus complémentaires qu'opposés. Au-delà de ces auteurs, s'il fallait maintenant dégager un acteur historique? Alors, dégager un acteur,
en géopolitique ou en stratégie de géopolitique, ça nous ramène à notre première remarque initiale qui consiste à dire que bien sûr, ils seraient très nombreux. Donc on pourra toujours là aussi ergoter ou discuter sur l'opportunité de sortir un acteur parmi d'autres, mais là, de par le temps qui nous est imposé, c'est une contingence nécessaire. J'ai le sentiment que peut-être pour essayer de deviner quel acteur serait le plus intéressant, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'il peut nous apporter en termes d'approche tactique ou d'indicateurs sur la géopolitique en général. S'il fallait en sortir un, je crois que Jules César serait un nom qui serait intéressant. D'abord, si vous me permettez de le faire remarquer, dans notre société moderne, nos concitoyens sont souvent habitués à avoir une image de César dévalorisée, un peu caricaturale, à travers soit des bandes dessinées, soit des films. Et donc, on a l'impression d'avoir quelqu'un d'un petit peu décalé, voire peut-être presque un peu bonhomme. Alors que Jules César, en réalité, est non seulement un fantastique stratège, mais c'est un très grand calculateur politique, c'est-à-dire qu'en plus, il est une sorte de conjonction entre une démarche militaire et une démarche politique. À ce titre, vous me permettrez de revenir sur la guerre des Gaules. Alors là, ça nous emmène beaucoup plus loin, car je trouve qu'on en fait une lecture souvent assez édulcorée, voire naïve. Ce qui est intéressant sur la guerre des Gaules, c'est qu'en réalité, Jules César ne déclenche pas du tout une guerre contre les Gaulois parce que les Gaulois sont une menace ou parce qu'il y a, on va dire, des logiques extérieures. Il faut remettre les choses dans leur contexte. César déclenche la guerre contre les Gaulois parce qu'il a besoin d'une victoire militaire pour pouvoir asseoir définitivement son pouvoir politique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on est en train de souligner que là, en réalité, les relations internationales ou le conflit militaire servent à gagner le pouvoir politique à l'intérieur. Donc, quelles que soient d'ailleurs les velléités malheureusement de la victime qui est choisie, ça n'y changera rien. Ce qui est assez intéressant, il y a un ouvrage de Jan Le Boeck qui met ça très bien en évidence, qui s'appelle « César, chef de guerre », et dans lequel, très loin un petit peu des idées reçues, on a une lecture de ce que César est amené à faire en Gaule. Et ce qui est intéressant chez César, c'est qu'il utilise la guerre pour renforcer son pouvoir politique, mais qu'il utilise la science politique pour diviser les différentes tribus gauloises et les vaincre au fur et à mesure. Donc il s'appuie systématiquement sur ces deux piliers, si vous me permettez, qui sont à la fois l'art politique et l'art militaire, afin d'arriver à ses fins. Il faut aussi rajouter d'ailleurs le fait que la guerre des Gaules va être excessivement cruelle et dure, car César a besoin de financer son armée. Donc non seulement il va vendre des territoires aux citoyens romains, mais il va y avoir une partie non négligeable de la population gauloise qui va être entraînée en esclavage. Donc on a le sentiment, de ce point de vue-là, que c'est un bon exemple. Il y a un dernier point qu'on pourrait soulever d'ailleurs par rapport à César, c'est qu'en fait, il met merveilleusement en application un concept qu'on appelle le concept du maillon faible. Et le concept du maillon faible en géopolitique ou en stratégie consiste non pas toujours à affronter directement l'adversaire, mais essayer d'identifier quelles sont ses faiblesses principales pour d'abord attaquer ses faiblesses principales et ensuite pouvoir mettre en jeu finalement les logiques ou les stratégies principales face à cet adversaire. De ce point de vue-là, on pourra paradoxalement rapprocher à travers les siècles César de Lénine, car Lénine, qui est un grand théoricien des révolutions et qui est toujours très en vogue aujourd'hui parmi ceux qui veulent remettre en cause des ordres établis, Lénine explique bien qu'il ne s'agit pas de forcément faire la révolution contre l'adversaire principal, mais d'attaquer le maillon faible afin ensuite de pouvoir faire en sorte que la révolution soit victorieuse. Finalement, grâce à votre question sur cet acteur, la question qu'on peut se poser ou la synthèse qu'on peut essayer de mettre en place, c'est qu'on comprend bien qu'il n'y aura pas de victoire militaire sans objectif politique, mais on peut quand même se poser aussi la question de savoir s'il peut y avoir une victoire politique si on n'a pas de moyens militaires. Ce qui permet, encore une fois, non pas d'opposer Clausewitz et Sun Tzu, mais plutôt de conjuguer Clausewitz et Sun Tzu dans une même approche globale des relations internationales. Merci Fabrice. Merci à vous. Nous arrivons donc à la conclusion de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Nous nous retrouvons très prochainement pour évoquer les limites des approches stratégiques en géopolitique en 2016. Merci à toutes et à tous.